Bien, rebonjour à toutes et à tous. Je vous propose que nous entamions nos travaux en écoutant Madame la rapporteure au sujet donc de sa loi qui porte sur l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausses couches, en attendant qu'on change de titre, si j'ai bien C'est compris. ça. Voilà, donc chère Sandrine, Madame la rapporteure, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. J'ai le plaisir de vous présenter cet après-midi une proposition de loi qui porte sur un sujet dont on parle trop peu, les fausses couches, et plus particulièrement l'accompagnement psychologique dont elles devraient faire l'objet. Nous sommes pourtant nombreux à y avoir été confrontés de manière directe ou indirecte, puisqu'une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. Alors, la fausse couche, c'est quoi? C'est un arrêt naturel de la grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire avant 5 mois et demi de grossesse. Avant 14 semaines, c'est une fausse couche précoce et entre 14 et 22 semaines, une fausse couche tardive. Le cœur de cible de cette proposition de loi, ce sont les fausses couches précoces. Non pas que les fausses couches tardives ou les autres formes de deuil périnatal, mort in utero, interruption médicale de grossesse, enfant mort-né, ne soient un sujet pour le législateur. Au contraire, mais ce n'est pas l'objet de la proposition de loi que je vous présente aujourd'hui. Cette proposition de loi, elle vise des événements qui sont aujourd'hui considérés comme étant totalement en dehors du champ du deuil périnatal. Les fausses couches précoces, il y en a chaque année des centaines de milliers. Les médecins nous expliquent, non sans raison, que c'est un phénomène naturel qui permet d'éliminer les embryons affectés de malformations chromosomiques tels qu'ils n'étaient pas viables. Ce point ne se conteste pas. Mais ce qui me semble beaucoup plus contestable, c'est l'idée que, parce que la fausse couche précoce est un phénomène naturel qui survient souvent alors que la grossesse n'est pas encore visible, voire pas encore annoncée, elle n'est pas un problème pour les femmes qui y sont confrontées. C'est une idée fausse que ma proposition de loi veut combattre. La fausse couche, c'est au mieux un événement très désagréable de la vie d'une femme, dont elle se remettra avec le temps, et souvent avec la survenue d'une nouvelle grossesse. Mais dans bien des cas, la fausse couche est une épreuve pour la femme et pour le couple. Une épreuve physique et surtout psychologique. Ce n'est pas le cas pour toutes les femmes, il ne faut pas généraliser. Les études montrent qu'entre 20 et 55% des femmes qui ont subi une fausse couche présentent des symptômes dépressifs et 15% d'entre elles développent un véritable stress post-traumatique. 17% des partenaires présentent également des symptômes dépressifs après une fausse couche. Il n'est donc pas juste de dire que la question de l'impact psychologique de la fausse couche précoce soit anecdotique. C'est un vrai sujet pour la santé mentale des femmes et plus généralement pour la santé publique. Si ce point est pourtant autant occulté dans la société et dans le monde médical, et je l'ai constaté lors de mes auditions, c'est parce que certaines idées reçues restent largement véhiculées, comme par exemple le chagrin lié à une perte de grossesse serait proportionnel à l'âge de la grossesse, ce qui expliquerait que les fausses couches précoces ne sont pas ou seulement peu douloureuses. Toutes les études montrent que c'est faux. L'impact émotionnel n'est pas lié à l'âge gestationnel, mais il dépend de la manière dont les futurs parents investissent la grossesse et se projettent. Une femme enceinte de quelques semaines peut déjà se sentir mère, a fortiori lorsque la grossesse a été très désirée et longtemps attendue. Il est donc urgent de briser le tabou sur les fausses couches. Sur le plan médical, les prises en charge des fausses couches ne souffrent pas de manque, contrairement à l'impact psychologique qui est trop souvent sous-estimé et finalement négligé au point de plonger les femmes et leurs partenaires dans la détresse. Même si certains professionnels de santé savent être empathiques et trouver les mots justes dans cette situation, même s'il existe des initiatives locales très utiles qui permettent aux couples éprouvés d'être informés, accueillis, écoutés et rassurés, globalement, le dispositif d'accompagnement fait défaut car il n'est pas institutionnalisé.
Les nombreux professionnels médicaux auditionnés, gynécologues, sages-femmes, échographistes, sont ainsi trop souvent démunis pour annoncer et expliquer la fausse couche et vers qui orienter les couples qui éprouvent le besoin d'être soutenus. Rompre l'isolement de ces couples est indispensable. Mais il ne s'agit pas de surmédicaliser la fausse couche ou encore de systématiser des prises en charge qui ne répondraient pas à un besoin. Nous devons préserver la liberté des praticiens et laisser décider en responsabilité, au cas par cas, avec les patientes, quel dispositif d'accompagnement est le plus adapté. Je souhaite maintenant aborder le contenu et les évolutions de cette proposition de loi que je compte vous soumettre cet après-midi. Vous l'avez constaté, le dispositif de cette proposition de loi est réduit à une simple expression puisqu'il ne comporte qu'un seul article, en plus du gage de recevabilité. Cet article a pour objectif de permettre aux patientes, suivies par des sages-femmes, de bénéficier d'un suivi psychologique pris en charge par la sécurité sociale lorsqu'elles ont subi une fausse couche. Alors, en effet, comme vous le savez, pour la première fois, en avril dernier, un dispositif pérenne de prise en charge par la sécurité sociale de séance avec un psychologue libéral a été instauré. Ce dispositif, appelé Mon parcours psy, permet à toute personne qui ressent des troubles psychiques d'intensité légère à modérée de bénéficier de 8 séances remboursées par an, avec un psychologue libéral conventionné. Ces séances sont prises en charge à 60% par la sécurité sociale et à 40% par les mutuelles. J'entends que certains considèrent que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait que tout soit financé par la sécurité sociale, qu'il faudrait plus de séances, etc. J'entends qu'une partie des psychologues refusent résolument de rentrer dans ce dispositif parce qu'ils trouvent que les tarifs des séances ne sont pas assez élevés. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est qu'en 9 mois, 76 315 patients ont consulté dans le cadre de ce dispositif pour un total de 297 000 séances prodiguées. J'en reviens à ma proposition de loi. Actuellement, seuls les médecins peuvent adresser un patient dans le cadre du dispositif Mon parcours psy. L'article 1er permettrait ainsi d'autoriser aussi les sages-femmes à adresser leurs patientes. En effet, les femmes sont de plus en plus souvent suivies par des sages-femmes pendant leur grossesse. Les études montrent qu'en cas de fausse couche, l'aide psychologique doit être proposée sans délai afin que la femme puisse s'en saisir si elle la juge utile. Cela paraît donc indispensable d'ouvrir l'adressage aux sages-femmes et nous verrons plus loin, dans le cadre de 2 amendements que je vous présenterai, qu'il est notamment possible d'étendre cet adressage aux partenaires. Étant comme vous soumise au filtre de la recevabilité financière, je ne pouvais avancer sur ces 2 sujets coûteux qu'avec l'accord du gouvernement. Je n'ai donc pas cessé au cours de ces dernières semaines de négocier pour qu'il puisse aller plus loin dans le cadre de cette proposition de loi. Et ces efforts ont porté leurs fruits, puisque 2 amendements dont la charge a été couverte par le gouvernement vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin pour accompagner les couples confrontés à une fausse couche. Il s'agira, d'une part, de complètement déverrouiller l'adressage au dispositif Mon parcours psy via les sages-femmes. D'autre part, il s'agira de généraliser la mise en place de parcours fausse couche dans les régions après une période de recensement des bonnes pratiques qui existent localement en la matière. Pour mettre en place ce parcours fausse couche, j'ai fait le choix de le faire reposer sur des expériences qui ont déjà prouvé leur efficacité, en le généralisant plutôt que de poser des grandes règles rigides qui ne produiraient pas les effets escomptés et qui risqueraient d'être longues et complexes à mettre en œuvre. Ainsi, ces parcours pourront différer d'une région à une autre, selon les caractéristiques du territoire, selon les acteurs et les établissements sur lesquels
il sera possible de s'appuyer. Si ce parcours fausse couche est différent dans sa formulation de ce que vous avez demandé à travers vos amendements, je peux vous assurer qu'il recouvre l'essentiel de vos préoccupations. Je pense, par exemple, à la question de la formation des professionnels de santé, à celle de l'information donnée aux patients sur les fausses couches, à celle de la consultation médicale post-fausse couche. Tous ces sujets ont vocation à être traités dans le cadre de ce parcours selon une approche qui privilégiera la souplesse et la mise en réseau des initiatives locales. Voici donc en substance ce que je compte porter aujourd'hui devant vous. J'espère vivement que nous pourrons voter cette proposition de loi à l'unanimité. C'est un sujet largement transpartisan, comme le montrent vos amendements. Je ne dis pas que nous aurons réglé toutes les questions liées aux fausses couches avec cette proposition de loi, notamment celle du congé fausse couche, que plusieurs d'entre vous ont soulevé dans vos amendements. Mais le pas que nous pourrons faire aujourd'hui sera une réelle avancée pour de nombreux couples. Et le coût qu'il implique me semble supportable au regard des bénéfices à attendre en termes de prévention et de santé mentale. Je reprendrai pour finir les termes du professeur Friedman, l'un des pionniers de la PMA en France, que j'ai auditionné sur cette proposition de loi en me disant qu'il fallait vraiment agir pour accompagner les fausses couches parce qu'il y avait vraiment un vide juridique. Nous pouvons donc collectivement, cet après-midi, combler ce vide juridique. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je vous propose donc de poursuivre notre discussion avec l'expression des groupes politiques et je donne donc la parole à Madame Claire Guichard pour le groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, votre proposition de loi permet à notre commission d'aborder un sujet que l'on évoque trop peu dans la société et cela est fort regrettable. Regrettable car nous ne parlons d'une réalité concernant plus de 15% des femmes enceintes en France, celle d'une grossesse qui s'achève prématurément et dans des circonstances malheureuses car subies. Il est anormal que certaines et certains considèrent encore les fausses couches comme un tabou, préjugé qui enferme un peu plus les femmes concernées dans une situation de détresse et ajoute de la souffrance à la souffrance. Si le ressenti de chacune peut être différent, nombreuses sont celles qui la vivent comme une expérience douloureuse et traumatisante. La dépression, l'anxiété, la culpabilité, la honte, la colère ou tout simplement la tristesse sont autant de mots susceptibles d'altérer sensiblement la santé mentale de ces femmes. Face à un tel constat, il apparaît indispensable de permettre à celles qui en ont besoin de bénéficier d'un accompagnement psychologique adapté à leurs besoins. Si le soutien de la famille et des proches est indispensable, il ne saurait se substituer à l'intervention d'un professionnel. Souvent dépeinte à tort comme un luxe ou une prestation de confort, la prise en charge par un psychologue occupe pourtant une place déterminante dans le processus de reconstruction des personnes confrontées à des épreuves terribles. Fort de ce constat et soucieux de renforcer les mesures déployées en faveur de la santé mentale, le président de la République a annoncé en septembre 2021 la prise en charge des consultations de psychologie par la solidarité nationale. Avec le soutien des groupes de la majorité présidentielle, cette annonce s'est traduite dès avril 2022 avec la mise en place du dispositif Mon Psy qui permet aux personnes qui en ont vraiment besoin de bénéficier gratuitement de plusieurs séances d'accompagnement psychologique. En proposant d'intégrer les femmes victimes de fausses couches à ce dispositif, le texte de notre rapporteur répond utilement à la problématique qu'il soulève. Pour cette raison, le groupe Renaissance votera en faveur de votre proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement national, Madame Katiana Levavasseur. Merci, Monsieur le Président. À titre liminaire, je tiens à remercier Madame Josso de cette saisie de ce sujet délicat mais important que nous allons examiner aujourd'hui. La fausse couche, ou comme je préfère l'appeler, l'interruption naturelle de grossesse. Il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique qui concerne chaque année 200 000 femmes en France. Ce sujet mérite d'être mis en lumière, mais ne doit pas être banalisé.
Pour de nombreuses femmes, l'interruption naturelle de grossesse est un événement traumatique qui peut entraîner des répercussions émotionnelles importantes, et cela peu importe la précocité de la grossesse. Les sentiments de chagrin, de tristesse, de colère, de culpabilité et de désespoir sont souvent ressentis par chacun des parents. Il est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur et qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement à la hauteur des enjeux. Vous l'avez compris, je souhaite parler des parents. Un amendement que je porte et que je l'espère sera adopté vise précisément à ne pas laisser de côté le conjoint ou la conjointe qui est tout autant impliqué dans la grossesse. Les parents doivent pouvoir être accompagnés s'ils le souhaitent. À cet effet, les professionnels de santé, les psychologues peuvent être un soutien important afin de trouver les moyens de faire face à la perte réelle de l'enfant et la perte symbolique de la réalisation d'un désir d'enfant. Il est essentiel que la société reconnaisse que l'interruption naturelle de grossesse est un événement douloureux, naturel et non volontaire, qui nécessite pour les personnes qui en expriment le besoin un accompagnement psychologique approprié. Pouvoir exprimer sa douleur et recevoir le soutien et les soins requis, c'est cela que la force publique doit mettre en œuvre. Cette proposition de loi précisément dans ce sens. Nous voterons pour cette dernière. Je vous en remercie. Merci. Donc pour le groupe La France Insoumise, Madame Martine Etienne, vous avez la Oui, parole. merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, les conséquences physiques et morales des fausses couches ne sont que très peu prises en charge. La réalité des faits est masquée et banalisée parce que le corps des femmes, quand il ne parvient pas à enfanter, est perçu comme défaillant. La fausse couche est définie comme une erreur de parcours. On enjoint les femmes à réessayer, en oubliant la dimension traumatique de l'événement. Mais les chiffres sont là. Aujourd'hui, on parle d'une femme sur 10 qui risque de subir une fausse couche au cours de sa vie. Chaque année, c'est 200 000 femmes qui seront concernées par une fausse couche. Cette proposition de loi vise donc à améliorer les dispositifs en vigueur, ce avec quoi nous ne pouvons qu'être d'accord. Elle demeure néanmoins largement insuffisante au vu des besoins exprimés par les personnels de soins, les associations et les personnes victimes de fausses couches. D'abord parce qu'elle concerne uniquement les psychologues conventionnés dans le cadre du dispositif Mon Parcours Psy, soit seulement 1 900 professionnels sur 88 000 en tout. Cette proposition de loi ne prend pas non plus en compte les déserts médicaux de la psychiatrie et de la gynécologie, ce qui reste pourtant déterminant dans le suivi et l'accompagnement des personnes victimes de fausses couches. La prise en charge de la fausse couche nécessite un plan ambitieux sur la prévention, la formation du personnel médical et sur la mise en place de moyens financiers, matériels et humains pour faciliter le parcours de personnes victimes. Par ailleurs, le Code du travail doit prévoir des mesures particulières pour les personnes qui vivent un arrêt spontané de grossesse en leur reconnaissant le droit à un congé spécifique. C'est dans ce sens qu'iront nos amendements. Nous avions demandé des amendements sur la mise en place de campagnes d'information et de prévention sur le sujet des fausses couches et aussi sur le dépistage de l'endométriose, cette maladie mal connue pouvant provoquer des fausses couches. Ils ont été jugés irrecevables et nous le regrettons. Nous espérons néanmoins pouvoir débattre sereinement de ce sujet primordial aujourd'hui. Merci. Merci. Pour le groupe Les Républicains, Madame Justine Gruet. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, les fausses couches touchent une femme sur 4 et restent encore très tabous dans notre société. Nous saluons donc l'initiative de cette proposition de loi par Madame Josso. L'accompagnement psychologique est primordial. Il doit être fait par tous les professionnels dès l'annonce du diagnostic ou plus tardivement, en tous les cas dès que nécessaire. Le fait que les futurs parents attendent la première échographie T1 à 2 mois et demi de grossesse avant d'annoncer la nouvelle à leurs proches et leur famille concourt au sentiment d'incompréhension et de solitude qu'ils endurent. Alors que les futurs parents se sont déjà investis pleinement dans la grossesse, ils ressentent parfois un décalage vis-à-vis de leurs proches, comme des professionnels de santé qui banalisent parfois cet événement qui se produit fréquemment. L'annonce d'une fausse couche et les mots employés par les professionnels ont toute leur importance dans les phases de deuil qui suivent la perte de ce bébé à venir. Certaines entreprises françaises, comme il a été évoqué, donnent déjà le droit à 2 jours de congé en cas de fausse couche avant 22 semaines aménorrhées. Le conjoint peut parfois également bénéficier de ce congé.
Voici donc une piste de réflexion intéressante dans la considération apportée au couple dont la femme est victime d'une fausse couche, permettant de prendre le temps d'accepter les choses ensemble. Si l'avancée dans cette prise en charge est nécessaire, il faudra donner les moyens à tous les professionnels d'une formation adaptée et d'un retour d'expérience adéquate, d'un temps de consultation suffisant pour peser les mots utilisés à l'annonce de la fausse couche et bien associer les deux parents dans cette épreuve. C'est pourquoi nous proposons plusieurs amendements en ce sens et que nous sommes favorables à cette proposition de loi. Je salue le travail fait par la rapporteure au travers de nombreuses auditions qui ont permis d'entendre les attentes fortes de la société sur ce sujet si important. Merci. Merci. Pour le groupe démocrate, Mme Maud de Petit. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Sandrine, mes très chers collègues. On dit souvent que la loi ne fait pas de sentiments et pourtant, nous légiférons aujourd'hui sur un sujet qui nous touche au cœur et parfois même dans notre chair. Chaque année, on le sait maintenant, 200 000 femmes et plusieurs milliers d'hommes affrontent l'impensable, la perte d'un enfant dont la vie était encore nichée au creux du ventre de leur maman. En France, une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. Aussi, je remercie notre collègue Sandrine Josso de mettre en lumière sans filtre cette douloureuse réalité. Le MoDem a toujours souhaité une politique familiale ambitieuse. Aussi, le deuil périnatal, brutal, tragique, doit absolument en faire partie, quand bien même l'interruption spontanée de grossesse survient tôt, voire très tôt. Il est donc de notre devoir de soutenir ces familles qui vivent l'inimaginable et dont la souffrance ne peut plus être passée sous silence. Si un accompagnement médical physique est déjà mis en place, cette proposition de loi vient renforcer l'accompagnement psychologique des familles afin de prévenir des situations post-traumatiques qui peuvent en découler. Détresse, isolement, dépression. Notre groupe souhaitait que cet accompagnement soit élargi à toute situation qui le nécessiterait, notamment l'interruption médicale de grossesse, l'IMG. Ce sera probablement rendu possible par amendement de la rapporteure. Nous le verrons bien, en tout cas, nous nous en félicitons. Je me permets enfin d'avoir une pensée pour toutes les mamanges et les paparanges, les paranges comme on dit aujourd'hui, et je voudrais leur rappeler ici que nous sommes à leur côté. Voter en faveur de ce texte est pour notre groupe une évidence. Nous espérons donc vivement son adoption. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, M. Arthur Delaporte. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. 2 minutes, c'est court, évidemment, pour tenter de poser et de peser des mots sur la douleur des femmes, des couples qui sont touchés par une interruption spontanée de grossesse qu'on appelle plus communément une fausse couche. On en compte, et vous l'avez rappelé, chers collègues, 200 000 chaque année, soit 15% du total des grossesses. C'est trop court pour dire aussi à ces femmes qu'en tant qu'homme, je ne comprendrai évidemment jamais la souffrance physique ressentie, la blessure du corps, le vide psychologique, ce stress post-traumatique qui touche une femme sur 3, ce sujet est encore si tabou dans notre société. Je tiens à dire évidemment qu'avec les représentants de mon groupe, nous soutenons ces familles, ces femmes. Rappelons aussi solennellement que notre devoir est de les écouter face à ce qui est souvent un drame silencieux dont les douleurs sont vécues dans l'ombre et auquel notre société ne prépare guère, pour reprendre les mots employés par Paola Fortezza. Parce que l'entourage, les amis, les proches rappellent qu'il ne faut pas en parler avant les 3 mois, parce que trop souvent on en renvoie à ces femmes que c'est rien, alors que le corps, les émotions disent le contraire. Je tenais à saluer, Madame la rapporteure, ce travail, tout comme je tenais aussi à saluer et à rappeler le travail qui avait été fait par notre collègue Paola Fortezza sur la précédente mandature. 2 minutes, c'est trop court pour évoquer aussi l'insuffisance du nombre de gynécologues sur notre territoire, des psychologues hospitaliers, de la prise en charge de ces femmes malgré la fréquence de ces fausses couches que nous avons tous rappelées. Alors, au nom de mon groupe, nous accueillons évidemment favorablement ce texte, l'occasion donc de saluer les travaux du passé, mais aussi de valoriser l'engagement indéfectible des sages-femmes en leur octroyant ce que nous faisons, la possibilité d'adressage. Un texte qui est donc une première pierre vers un parcours d'accompagnement des femmes tellement nécessaire pour tenter d'amener un peu d'apaisement dans ce grand bouleversement. Ceux qui ne savaient pas, qui ne pouvaient pas se douter, m'ont dit que ce n'était rien, que j'allais oublier, que ce n'était même pas un fœtus, que ce n'était pas un enfant, que mes émois étaient de la littérature. Pourtant, j'avais vu mon corps se transformer et je l'avais senti. Et puis cette sensation d'être seul en voyant tout disparaître, perdre, c'était le verbe. Même sans tristesse, même sans drame, rien n'est comme avant, ça avait eu lieu, écrivait Lynn Papin dans Une vie possible. Alors pour dire que ces femmes ne seront plus seules, la représentation est aujourd'hui à leur côté. Représentation nationale.
Merci. Pour le groupe écologiste, Madame Marie-Charlotte Garin. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous le savez, on aime souvent incarner nos propos d'exemples concrets, relayer des témoignages que l'on reçoit ça et là, des histoires qui s'écrivent dans la chair des personnes que l'on rencontre et qui donnent un sens à notre mandat et à l'énergie que nous mettons pour changer, adapter et améliorer la loi. Aujourd'hui, je vous épargne les noms et les nombreux récits des femmes, des couples qui sont confrontés à une fausse couche ou interruption spontanée de grossesse. En filigrane, on y retrouve toujours, ou au moins très très souvent, la brutalité du verdict, les projections de familles qui s'effondrent, la souffrance physique, psychologique, le tabou et le silence qui emmurent et isolent, parfois l'absence de compassion des soignants et surtout, presque toujours l'absence de répit pour se remettre de cet événement traumatique. On estime qu'une femme sur 10 a vécu une fausse couche. Alors la fausse couche, ça n'est pas une maladie, c'est une perte. Les personnes confrontées à une fausse couche doivent être dignement accompagnées et sensibilisées durant leur grossesse et tout au long de leur vie. Je vous remercie, Madame la rapporteure, pour votre travail sur un sujet crucial encore aujourd'hui, largement tabou. Ce travail constitue un très bon socle de départ en faveur de l'accompagnement, notamment psychologique, des personnes confrontées aux fausses couches. Je salue également le travail d'amendement qui a été fait sur le texte, puisqu'il le fait aller encore plus loin et dans le bon sens, avec l'inclusion des sages-femmes dans le dispositif et l'ouverture de la prise en charge psychologique au conjoint ou à la conjointe. On peut toutefois encore renforcer le dispositif d'accompagnement en le rendant encore plus ambitieux. C'est le sens des amendements que j'ai déposés. Tous n'ont pas été reçus et ils sont tous largement issus de la proposition de loi pour une meilleure prise en charge de la fausse couche de Madame Paula Forteza, saluée déjà par mon collègue Delaporte qui était député sous la précédente mandature, dont je souhaite saluer le travail et les nombreuses auditions qu'elle a aussi menées pour arriver à une prise en charge la plus complète possible. Alors ces mesures, on va pouvoir en débattre, elles représentent un coût, c'est sûr. Mais ce coût, il reste néanmoins minime comparé au coût des inégalités entre les femmes et les hommes dans notre pays. Et ce sont ces mêmes inégalités qui font que les fausses couches restent aujourd'hui encore tabous, au détriment de la santé physique et psychologique des femmes. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Quelques éléments de réponse ? Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais remercier déjà chacun des groupes pour les éléments qu'ils ont apportés lors de leurs propos. Effectivement, saluer le travail dans les précédentes législatures et ravi de pouvoir maintenant contribuer à écouter vos amendements. Bien, donc venons justement aux amendements. Je propose de démarrer par l'amendement portant article additionnel avant l'article 1er, un amendement faisant l'objet donc de plusieurs sous-amendements. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement reprend les orientations que j'ai esquissées lors de mon propos initial. L'accompagnement des couples confrontés à une fausse couche doit être pensé globalement, depuis le moment de l'annonce par le gynécologue, la sage-femme ou le médecin échographique, jusqu'au suivi médical et psychologique a posteriori. Nous devons donc mettre fin à la solitude des femmes et de leurs conjoints qui peuvent être plongés dans la détresse et se sentir abandonnés après l'annonce d'une fausse couche. Alors, l'objectif initial de la proposition de loi, qui est de faciliter l'accès à un suivi psychologique pour les femmes qui le souhaitent après une fausse couche, est un objectif utile et légitime. Mais l'accompagnement des couples ne peut pas se résumer à cette mesure. C'est pourquoi l'amendement que je vous propose ici permet d'envisager plus globalement cet accompagnement via la mise en place de parcours fausse couche au niveau des ARS. Nous avons donc réfléchi avec le gouvernement aux moyens les plus efficaces de concevoir ce parcours. Il nous a semblé utile de procéder en premier lieu à un recensement des bonnes pratiques, ainsi qu'à une identification des établissements et professionnels de santé qui seraient susceptibles de jouer un rôle pilote dans ce parcours, dans une approche bottom-up. Par exemple, je sais que les gynécologues de l'hôpital Foch à Suresnes ont déjà envisagé d'ouvrir une consultation dédiée aux fausses couches qui serait accessible à tous les couples qui en ressentiraient le besoin. Je pense vraiment qu'il faut capitaliser sur ces initiatives locales pour déterminer précisément les contours d'un parcours fausse couche qui serait mis en place dans chaque région à l'horizon du 1er septembre 2024. Merci. Alors cet amendement fait l'objet de 3 sous-amendements. Je propose à Monsieur Arthur Delaporte de nous les soumettre. Oui, alors je vais vous les présenter successivement. Le premier, finalement, c'est un débat qu'on souhaitait avoir sur la nature de l'amendement, parce que finalement, ici, vous proposez un accompagnement pour les couples, mais nous, on propose de remplacer évidemment les couples le plus souvent par la femme confrontée, même si, évidemment, on insère à la fin
Ce parcours inclut les conjoints, partenaires ou concubins des femmes ayant subi une interruption spontanée de grossesse, puisque voilà, il est important d'inclure le partenaire dans l'accompagnement de la femme victime d'une fausse couche, notamment si on veut aller vers une plus grande égalité au sein du couple et une déconstruction des rôles traditionnellement assignés. Donc le conjoint s'implique tout au long des événements liés à la grossesse. Mais nous pensons qu'il faut rappeler que la priorité doit rester un accompagnement spécifique et complet de la femme qui a subi une interruption de grossesse avec des conséquences physiques et psychologiques derrière, et donc de considérer la femme victime comme une patiente à part entière, indépendamment de la cellule sociale qu'est le couple. Je défends le second amendement qui, lui, a un objet différent, qui vise à systématiser l'information des femmes par les professionnels de santé qui les accompagnent sur les conséquences des interruptions spontanées de grossesse, puisque voilà, on améliore l'information, mais voilà, il faut que ça soit systématique, parce que toute femme victime d'une interruption spontanée de grossesse doit être informée des conséquences de sa fausse couche, des potentiels traitements et des possibilités d'accompagnement spécifiques. Et pour le dernier amendement, il vise à avancer la date d'entrée en vigueur de l'article au 1er janvier 2024, parce que la date prévue est en septembre 2024, c'est-à-dire voilà, dans un an et demi, et on pense que voilà, se donner 8 à 9 mois en espérant que voilà, la loi ait un parcours rapide, ça nous semble raisonnable. Merci, Monsieur Delaporte. Madame la rapporteure, votre avis ? Merci, Monsieur le Président. Alors, mon cher collègue, je comprends votre idée pour votre premier amendement, mais cela me paraît pas souhaitable de rentrer dans ces précisions, parce que je pense que c'est vraiment un apport de cette proposition de loi de faire en sorte que le couple soit pris en compte, et pas seulement la femme dans cet accompagnement. Bon, il est évident qu'on distinguera dans la mise en œuvre de ce parcours ce qui s'applique à la femme et ce qui s'applique au couple. Donc, la formulation ici me paraît trop vague. Avis défavorable. Donc, Madame, sur les autres amendements, oui. Pour le second, chers collègues, alors, je comprends que votre souci, je comprends votre souci. De votre côté, vous craignez que l'objectif d'améliorer l'information ne soit encore un peu trop tiède, si j'ai bien compris. Vous pensez qu'il faut dire que cette information doit être systématisée pour être effective. Bon, je n'y suis pas très défavorable. Je crois qu'en effet, avec ce parcours, nous cherchons à institutionnaliser la prise en charge globale des couples confrontés à une fausse couche. Alors cela me paraît cohérent avec l'idée d'une information systématique des couples, donc avis favorable. On continue ? Alors pour le dernier... Alors, vous voudriez que le parcours fausse couche soit généralisé dès janvier 2024. Soit, vous comprenez bien que je partage votre volonté qu'on avance sans tarder, on est d'accord, et le plus vite possible sur l'accompagnement des fausses couches. Si je me suis arrêtée sur la date de septembre 2024, c'est parce que c'était l'échéance raisonnable la plus proche. En effet, pour bien faire les choses avec ce parcours, il faut bien prendre le temps de partir des initiatives du terrain et de bâtir sur ces premières expériences qui ont fait des preuves. Alors, par ailleurs, le temps législatif est tout de même assez long et cette proposition de loi n'est qu'au début de ce parcours. Je crois qu'il ne faut pas précipiter les choses et que l'échéance de septembre 2024 est d'autant plus acceptable qu'elle n'empêchera pas les ARS qui seraient prêtes avant de commencer plus tôt. Donc, à vouloir presser les choses, on risquerait de se retrouver avec de beaux parcours sur le papier qui ne seraient que des coquilles vides sur le terrain. Donc, avis défavorable. Alors, j'ai d'abord Madame Le Boucher qui a demandé la parole. Attendez. C'est bon. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Déjà, commencer par dire que je suis ravie d'être dans cette commission. J'ai fait un échange avec ma collègue Farida Amrani pour quelques semaines. Je serai commissaire aux affaires sociales pour quelques semaines. Donc voilà, avec plaisir. Déjà, remercier aussi Madame la rapporteure pour ce travail et de porter ce sujet en effet essentiel. Le rapport que vous avez fait montre qu'il y a encore beaucoup de tabous, beaucoup de travail et qu'il faut encore aller plus loin. Mais en effet, déjà, cette PPL est déjà un premier socle important. Sur cet amendement, moi, j'avais
plutôt une vigilance ou une interrogation sur la tournure de l'amendement. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais on ne contraint pas, en fait. C'est dans quelle mesure on va s'assurer que s'il est voté, ça va se mettre en place, et comment on est vigilant aux inégalités de territoire, aux inégalités d'accès aux soins, parce qu'on parle beaucoup d'initiatives locales, d'initiatives de territoire, mais comment on s'assure que, où qu'on habite, en fait, un couple puisse avoir accès aux mêmes soins dans cette situation-là. Merci. Monsieur Delaporte. Oui, j'entends, madame la rapporteure, que ce dispositif pourrait, si les ARS sont opérationnels, entrer en vigueur avant, finalement, la date donc de septembre 2024, et qu'il s'agit plutôt d'une date butoir. Par conséquent, je vais retirer, en fait, cet amendement. Voilà. Et par ailleurs, je me permets d'intervenir plus légèrement sur le dispositif que nous soutenons, évidemment. Madame la rapporteure. Non, merci. Très bien, donc je vais soumettre au vote donc, les différents sous-amendements pour commencer. Donc le premier, donc le sous-amendement 57 par Monsieur Delaporte, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, donc qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté. Le second, donc le 55, qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, donc qui est pour. Le troisième a été retiré, vous êtes d'accord. Et donc je soumets maintenant à votre vote l'amendement de Madame la rapporteure. Donc qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Ainsi sous-amendé, nous adoptons. Nous passons donc à l'article 1er, amendement faisant l'objet d'un sous-amendement également. Donc Madame la rapporteure, pour le 48. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement reprend, là encore, des orientations que j'ai évoquées dans mon propos initial. Il n'y a pas de raison de limiter l'adressage par les sages-femmes au dispositif Mon Parcours Psy aux situations de fausse couche. Les sages-femmes sont compétentes pour assurer le suivi de la femme en amont, pendant et après la grossesse. Elles doivent avoir la possibilité de les adresser à un psychologue dans l'ensemble de ces situations en tant que besoin. Par ailleurs, j'ai mentionné le fait que les fausses couches pouvaient être des événements très douloureux également pour le ou la partenaire. Il serait donc utile que la sage-femme, en principe uniquement compétente pour assurer le suivi de la patiente, puisse, après une fausse couche, adresser aussi le partenaire à un psychologue, s'il en ressent le besoin, et sans qu'il soit nécessaire qu'il aille consulter son médecin par ailleurs. Je rejoins en cela mes collègues Justine Gruet et Katiana Levavasseur, qui avaient déposé des amendements à l'article 1er pour élargir l'adressage aux conjoints. Si mon amendement est adopté, leurs amendements tomberont et ne seront pas examinés, mais nous nous rejoignons totalement sur cet objectif. Je vous invite donc à adopter cette nouvelle rédaction de l'article 1er qui, je crois, répond aux préoccupations exprimées. Cela dit, nous allons examiner donc le sous-amendement proposé par Madame Levavasseur. Merci, Monsieur le Président. Ce sous-amendement reprend un amendement visant à permettre la réutilisation des séances d'accompagnement pour l'année civile. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, vous voudriez que lorsque, par exemple, les 8 séances remboursées par la Sécurité sociale dans le cadre de Mon Parcours Psy n'ont pas été effectuées, elles puissent être reportées sur l'année civile suivante. Alors, je comprends votre intention. Elle me semble manifestement coûteuse, dans le sens où le dispositif Mon Parcours Psy n'a pas été construit sur l'hypothèse budgétaire d'une consommation systématique des 8 séances annuelles par l'ensemble des assurés sociaux. Si donc chacun accumule les droits à séance de psychothérapie d'une année sur l'autre, cela pourrait devenir ingérable. Nous avons donc un principe de réalité budgétaire à prendre en compte. J'entends les appels à faire plus sur le dispositif Mon Parcours Psy, mais je pense qu'il faut vraiment d'abord se donner le temps de voir ce que donne le dispositif actuel avant de chercher à l'élargir ou à le renforcer. Par ailleurs, je pense que si un patient a besoin de plus de 8 séances par an, on pourrait travailler aussi sur la prise en charge des séances supplémentaires par les mutuelles, lesquelles proposent d'ores et déjà souvent des forfaits pour des psychothérapies, donc avis défavorable. Bien, donc je mets au vote le sous-amendement qui recueille un avis défavorable de Madame la rapporteure. Donc qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Et donc, je soumets à votre vote l'amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Il porte réécriture donc l'article 1er, donc qui est ainsi adopté et fait tomber donc les autres amendements. Nous en venons donc à l'article additionnel après l'article 1er, un amendement proposé par Madame Guérin. Le 9. Ouais. Merci beaucoup. Cet amendement, il propose d'intégrer les sujets de la grossesse et des risques associés, donc également la question des interruptions spontanées de grossesse, donc des fausses couches, au cours d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Ça nous semble être assez basique, assez simple pour la construction, en tout cas, du parcours en fait de la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes. Si on veut savoir en fait comment si on veut être préparé à l'éventualité des fausses couches qui sont si fréquentes, eh bien, il faut que nos jeunes y soient préparés et donc que ça soit inclus à leur parcours de formation dès le plus jeune âge. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, j'ai bien compris dans votre amendement votre intention, et c'est sûr qu'on a besoin d'être mieux informés sur les fausses couches, leurs causes, leurs manifestations, leurs conséquences, etc. Mais je suis un peu dubitative sur l'opportunité de traiter cela dans le cadre des cours d'éducation à la sexualité dispensés dans les écoles, les collèges et lycées. On pourrait concevoir auprès d'enfants un enseignement sur ce qu'est une fausse couche, par exemple, et quelles en sont les causes, mais ce serait davantage un cours de sciences qu'un cours d'éducation à la sexualité. Bon, il y a par ailleurs la question du vécu des fausses couches, mais là, il me semble que c'est un peu prématuré d'évoquer cela avec les enfants. Ce serait plutôt au moment du désir de grossesse que les couples pourraient de manière profitable en entendre parler. Par ailleurs, et c'est une réponse plus générale que je ferai pour d'autres amendements également, je ne crois pas que la loi ait vraiment vocation à traiter du contenu des programmes scolaires. Je pense que nous devons éviter de mettre le doigt dans cet engrenage et rester aux grands principes, sinon on ouvre la boîte de Pandore. Donc avis défavorable. Merci. Donc je soumets au vote cet amendement. Il y a reçu un avis défavorable. Madame Guérin ? Il est retiré. Très bien. Alors je vous cède la parole pour l'amendement numéro 10. Merci. Un peu dans la même idée et la même veine, cette fois, cet amendement il propose d'améliorer l'information du public en confiant à Santé publique France la mission de développer l'information la plus large possible sur les fausses couches. Donc vous comprenez bien qu'on est à nouveau dans une logique de sensibilisation la plus large possible, et pour lever le tabou, et pour mieux préparer les couples qui pourraient y être confrontés. Madame la rapporteure ? Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, là encore, je partage votre intention. Je pense que cela pourrait être vraiment une bonne idée que Santé publique France développe des supports d'information sur les fausses couches, à la fois à destination des professionnels et puis du plus large public. Mais je suis à nouveau sceptique sur l'éventualité de fixer cela dans la loi, alors que les compétences de Santé publique France ne sont pas énoncées en ces termes. Alors, je vous ramène à l'article L 1413-1 du Code de la santé publique qui définit les missions de Santé publique France et la promotion de la santé, la réduction des risques pour la santé, le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé. Bon, on peut quand même avouer que c'est un peu étrange de ne préciser dans la loi que la mission d'information sur les fausses couches. Je pense que dans ce cadre des parcours fausses couches que nous allons créer, la problématique de la diffusion de l'information sera prise en compte. Et donc là, cela passera peut-être par des supports de Santé publique France, mais peut-être aussi par d'autres vecteurs. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas rigidifier de trop les choses dans la loi. Ce n'est pas comme ça que nous servirons la cause qui est la nôtre. Il est maintenu, Madame Guérin ? Oui, très bien. Alors, je soumets au vote donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, donc, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement suivant donc n'est pas défendu. Nous passons donc à l'amendement numéro 11, porté par M. Delaporte, peut-être. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement il vise à prévoir une information de la femme enceinte par le professionnel de santé qui l'accompagne des risques liés à sa grossesse et des moyens de le prévenir dès l'entretien prénatal précoce obligatoire. Voilà, parce que là, cette proposition de loi a le mérite, et on l'a souligné, de prévoir l'accompagnement psychologique de la femme victime d'une interruption spontanée de grossesse, mais cet accompagnement, il doit se faire dès le premier rendez-vous avec le médecin ou la sage-femme, et donc informer la femme enceinte le plus en amont possible des risques liés à sa grossesse, et donc ça contribuerait à prévenir le risque d'une interruption.
Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai exprimé combien je trouvais que cette information était importante, effectivement, mais je trouve que votre amendement pose deux problèmes. Le premier, un problème de timing. Vous voulez que le risque de fausse couche soit évoqué lors du premier examen prénatal, qui a souvent lieu autour à peu près de la 10e semaine d'aménorrhée. Et à ce terme, le risque de fausse couche est déjà nettement diminué. C'est souvent avant en fait que ça se joue. Alors je pense qu'une information sur les fausses couches à ce stade, déjà bien avancé de la grossesse, pourrait en fait avoir un effet contre-productif. Et puis deuxième chose, votre amendement pose aussi un problème de principe dans le sens où il est très directif pour le médecin. Si celui-ci estime qu'il n'est pas opportun ou utile de parler de fausses couches avec sa patiente pour X ou Y raison, il se trouverait ainsi contraint de le faire quand même sous peine un peu de violer la loi. Bon, cela ne me semble pas adapté, donc avis défavorable. Il est retiré. Merci. Donc, il est retiré. Donc, le suivant, Monsieur Delaporte, je vous cède la parole pour le 13. Merci. C'était un amendement de repli, finalement, pour qu'il puisse y avoir la possibilité qu'elle soit accompagnée psychologiquement. Voilà. Donc, vous le retirez ou... J'attends l'avis de la rapporteure. Très bien. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je pense que votre amendement sera satisfait, en fait, dans le cadre du parcours fausse couche qui sera mis en place et qui a précisément vocation à développer l'information, ce que vous soulignez, l'orientation des couples confrontés à une fausse couche et à mettre en place, lorsque c'est nécessaire, un suivi médical ou psychologique. Donc, demande de retrait. Attendez, je vous donne la parole. C'est entendu et c'est retiré. Merci. Donc, il est retiré. Nous avons 6 amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Donc, le premier n'est pas défendu. 2 amendements identiques. Madame Garin ou Madame Rousseau? Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui vise à instaurer un congé exceptionnel lié aux fausses couches, puisque les fausses couches sont à la fois un choc, c'est traumatisant, souvent c'est une surprise et c'est une mauvaise surprise. Et donc, il s'agit d'instaurer 3 jours de congé, un peu sur le modèle de ce qui se fait en cas de deuil. 3 jours exceptionnels de congé pour les salariés et pour les 2 parents, de sorte qu'il puisse y avoir ce moment de réparation après et de repos après cette fausse couche. Madame Étienne, peut-être le suivant? Allez-y, je vous en prie, Monsieur Médier. Merci, Monsieur le Président. Les fausses couches sont un phénomène de masse qui concerne, cela a été dit, 200 000 femmes et couples par an. Une femme sur 10 traverse cette épreuve au cours de sa vie. Les fausses couches peuvent avoir des conséquences majeures sur le plan physique, avec des conséquences d'ailleurs qui peuvent être durables, majeures sur le plan psychologique, syndrome de stress post-traumatique, anxiété, dépression, auquel peut s'ajouter un sentiment de deuil pour les parents. Il faut donc des mesures qui soient à la hauteur de la douleur vécue par les femmes et par les couples, à la hauteur de l'attente sociale sur cette question. C'est le sens de cet amendement qui vise à créer un congé spécial de 3 jours après la survenue d'une interruption spontanée de grossesse, d'une fausse couche, pour la femme concernée et son conjoint ou sa conjointe. Cette mesure participerait à lever les tabous qui continuent d'entourer la fausse couche en participant d'une reconnaissance sociale de cette perte. Et cette mesure irait dans le sens d'une plus grande égalité au sein du couple, en reconnaissant que la perte qui suit la fausse couche s'accompagne d'un deuil pour les 2 parents. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Alors, ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup... C'est une discussion commune. Je continue? On va continuer Oui. une discussion commune. Oui. Okay. On va continuer une Très bien. discussion commune, donc Monsieur Delaporte. Rien n'échappe à Monsieur Delaporte. Merci, Monsieur le Président, et je vous prie, je vais défendre les 2 amendements en même temps, et je vais ensuite devoir partir, vous m'excuserez. Le premier amendement, il est finalement un amendement un peu moins ambitieux, mais avec toujours cette même philosophie, puisqu'il vise à donner 2 jours de congé spécial pour la femme victime de fausse couche et pour son conjoint.
C'est finalement un exemple qui a été, qui existe ailleurs à l'étranger, en Nouvelle-Zélande par exemple. En mars 2021, il y a une loi qui a accordé un congé spécial de 3 jours donc pour la personne traversant une fausse couche et son conjoint. Donc là, bon, si 3 jours, ça ne vous tente pas, 2 jours, ça peut être un amendement de repli. Et puis le second amendement, qui est un amendement du repli de l'amendement de repli, qui vise à n'attribuer qu'un congé de 2 jours pour la seule femme victime et non pour son conjoint. Je pense que voilà, voter l'un de ces amendements, que les plus ambitieux idéalement, mais voilà, au moins un amendement de repli, ça serait déjà envoyer un signe à toutes ces femmes et tous ces couples. Merci. Le suivant n'est pas défendu. Donc, Madame le rapporteur, votre avis, et après, je donnerai pas à Madame Guichard, mais d'abord Madame le rapporteur. On va écouter Madame le rapporteur d'abord. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, alors je peux que partager l'idée. La fausse couche est très éprouvante, physiquement, psychologiquement. Certaines femmes ont besoin d'être arrêtées quelques jours et pour se remettre un peu. Actuellement, il y a des femmes, ces femmes doivent demander un arrêt maladie, on est d'accord, dont l'octroi est subordonné à l'appréciation du médecin. Alors, sachez quand même que parfois le traumatisme se réveille plusieurs mois après. Par exemple, la femme sera obligée de présenter un congé fausse couche. Donc c'est vraiment zéro confidentialité parce que lors des auditions, on a bien compris que parfois certaines femmes ne l'annonçaient pas à leur employeur. Et là, on se retrouve dans une situation en fait très inconfortable. Et de là, le congé estampillé fausse couche peut être très stigmatisant et pas forcément une bonne idée. Néanmoins, je crois que c'est vraiment une question essentielle, une question financière. Et moi, je vous propose qu'on interroge le ministre le 8 mars pour l'examen en séance publique, de façon à voir ce qu'on peut proposer. Mais à ce jour, avis défavorable. Donc, sur l'ensemble des amendements. Madame Guichard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Si j'entends les arguments évoqués par nos collègues de la NUPES, je pense qu'il convient de souligner les effets de bord qui peuvent résulter de leurs propositions. À l'heure actuelle, une femme victime de fausse couche peut bénéficier d'un arrêt de travail délivré par le médecin, arrêt de travail dont la durée est librement fixée par lui en fonction de la situation particulière de sa patiente. Cet arrêt de travail est opposable à l'employeur sans justification supplémentaire. Or, créer un congé spécifique pour fausse couche impliquerait nécessairement la divulgation de la situation de la salariée victime de fausse couche à l'employeur. Au-delà du caractère particulièrement intrusif de cette démarche, nous parlons d'informations médicales à caractère personnel. Cela emporte également divulgation de la volonté de la salariée de s'engager dans un projet prénatal. Je n'apprendrai pas à nos collègues de la NUPES que ce type de révélation peut entraîner des comportements douteux, pour ne pas dire illégaux, et être préjudiciable aux salariés concernés. Outre cette double atteinte à la vie privée des femmes, la mise en place d'un congé dont la durée serait fixée par les partenaires sociaux risque d'enfermer certaines d'entre elles dans un cadre uniforme et inadapté, alors que l'arrêt de travail délivré par un médecin permet davantage de souplesse. Nous sommes donc plus que réservés sur la méthode, bien que nous soyons en accord avec les objectifs poursuivis. Merci. Merci. Madame Rousseau. Oui, pour dire que ça pourrait être transmis par le médecin et pas par les salariés, et que par ailleurs, s'il y a des discriminations suite à la prise d'un congé particulier lié aux fausses couches, eh bien, il faudra permettre à ces salariés de pouvoir entamer des procédures contre leur entreprise. Mais en l'occurrence, pour le deuil, on est un peu dans la même situation, et pour d'autres situations. Et là, vraiment, demander à des personnes qui ont fait des fausses couches de retourner au travail dès le lendemain matin, c'est compliqué. Voilà. Non, mais le médecin peut très bien transmettre 100 jours de carence les 3 jours de demande de congé maladie pour interruption de grossesse, et sans qu'il y ait ce jour de carence. En fait, c'est ça le sujet de l'amendement qui vous est proposé ici. Mais si le médecin transmet en demandant pas de jour de carence, il n'y a pas de divulgation du secret. Monsieur Vannier. Oui, Madame Rousseau a répondu à l'argument de la divulgation. Je voudrais ajouter que, à travers ces propositions, ce congé serait octroyé aux 2 parents, parce que l'autre parent est tout aussi affecté par les conséquences de cette perte, par ce sentiment de deuil. Et pour lui ou pour elle, la possibilité de disposer d'un arrêt maladie d'un arrêt médical est beaucoup plus compliquée que pour la femme qui a directement vécu cette fausse couche. Madame le rapporteur, une précision ?
Oui, vos interventions sont très pertinentes. En fait, il y a l'histoire de l'arrêt maladie où moi je pense que ce qui sera intéressant peut-être au fil du temps, ce sera de réfléchir sur le fameux jour de carence et qui me semble plus adapté. Et c'est pas ce qui est traduit dans vos amendements. C'est pour ça que mon avis est défavorable. Néanmoins, cette proposition de loi passera le 8 mars en séance et je vous propose qu'on interroge le ministre pour l'examen en séance publique de façon à avoir une réponse. Merci en tout cas. Madame Rousseau. Désolée d'insister, mais vraiment, dans ces cas-là, peut-être un avis de réserve et qu'on voit, parce que s'il arrive le 8 mars en hémicycle avec un avis favorable de la commission, c'est quand même pas la même chose que s'il arrive avec un avis défavorable. Donc nous allons passer aux voix, comme ça on aura un avis formalisé. Un dernier avis, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur cette notion de signalement, entre guillemets, d'une interruption naturelle de grossesse à la sécurité sociale. Aujourd'hui, le médecin, lorsqu'il transmet un arrêt de travail ordinaire, peut indiquer le motif sur l'arrêt de travail. Ce motif est destiné au médecin conseil et va dans le cadre du secret médical. Par contre, s'il demande l'exemption de 3 jours de carence, il officialise le motif à l'administratif. Donc, ça me paraît sujet à caution. Voilà. Merci. Merci. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Donc, commençons par l'amendement 67, donc, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Oui. En l'état, c'est ce qu'elle a dit expressément, Madame Rousseau. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 38, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour? Oui, ils sont identiques, pardon. Celui-là. Donc l'amendement 16 de Monsieur Delaporte, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 14, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 30. Oui, c'est identique, il n'est pas défendu. L'amendement 30 n'est pas défendu. Nous en venons à l'amendement 44, Madame Le Boucher. Elle n'est plus là. Monsieur Vanier ou Madame Etienne. Alors, qui veut le défendre? Le 44. Je vous en prie, allez-y. Une demande de rapport sur la disponibilité des professionnels de santé pour les femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse dans chaque département. On souhaite notamment évaluer la disponibilité et l'accessibilité des professionnels conventionnés au titre du dispositif Mon Parcours Psy sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, les déserts médicaux et gynécologiques se multiplient, ce qui handicape largement les patients dans leur accès aux soins. 9 femmes sur 10 n'ont pas accès à un gynécologue conventionné secteur 1 sur le territoire français. 23% des femmes vivent dans un désert médical gynécologique et 77% des départements ne sont pas assez dotés en gynécologues médicaux. La prévention et le dépistage en souffrent et les patientes, notamment les plus jeunes, sont les premières victimes de ce manque d'investissement dans le secteur médical. Les risques sur la santé des patientes sont nombreux et s'amplifient au fil des ans et des restrictions budgétaires menées par le gouvernement. Par ailleurs, les déserts de la psychologie se multiplient sur tous les territoires. Cette proposition de loi concerne les psychologues conventionnés de Mon Parcours Psy, mais selon les derniers chiffres, il n'y aurait que 1900 professionnels de santé conventionnés au titre du dit dispositif. Ce n'est clairement pas suffisant pour prendre en charge et accompagner durablement les 200 000 femmes victimes chaque année d'une fausse couche. La prise en charge psychologique des femmes victimes de fausses couches est un enjeu de santé publique qui appelle des solutions opérationnelles et ambitieuses. Nous souhaitons donc connaître l'accessibilité du dispositif pour que personne ne soit oublié, pour que les victimes puissent avoir tout accès à un psychologue et être accompagnées largement et efficacement en cas de fausse couche. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, Monsieur le Président, chers collègues.
Oui, on comprend bien votre intention sur la volonté de demander un rapport, mais malheureusement, c'est trop précoce. L'intention est bonne, mais le timing n'est pas bon. Je m'en explique. Tout d'abord, le dispositif Mon Parcours Psy est encore en cours de déploiement et on atteint aujourd'hui les 2100 psychologues donc agréés. Il n'a pas encore atteint son plein régime et il est un peu trop tôt pour se prononcer sur les professionnels conventionnés au regard des besoins. Et deuxièmement, nous savons qu'il y a actuellement très peu de psychologues spécifiquement axés sur le suivi psychologique des fausses couches, précisément parce que c'est un aspect qui est complètement occulté dans la prise en charge de ces femmes et de leurs partenaires. Le but du parcours fausse couche que nous allons mettre en œuvre sera précisément d'identifier les professionnels à mettre en réseau et de développer leur formation sur les conséquences psychologiques des fausses couches. Donc, avec votre rapport, vous demandez un bilan de ce que nous allons tout juste commencer à mettre en place à l'échelle nationale. C'est donc prématuré, donc avis défavorable. Madame Gruet. Oui, merci Monsieur le Président. Je tenais à revenir sur mon parcours psy. En effet, je déplore que les psychologues ne prennent pas plus part à ce dispositif, mais je l'avais alerté lors du dernier examen de la proposition de loi de Madame Rist sur ce qu'il y avait été demandé aux psychologues. C'est-à-dire qu'on sait qu'une séance de psychologue, c'est une séance d'1 heure qui, en général, est rémunérée entre 50 et 55 €. Et là, le dispositif qui est proposé par l'État, c'est 8 séances conventionnées à 30 €. Donc, en fait, on demande à des professionnels de santé d'être rémunérés 30 € au lieu de 50 pour un acte qui est nécessaire. Et je pense que la prise en charge psychologique à la fois des jeunes et dans ce texte-là sur les femmes victimes de fausses couches et sur l'accompagnement des couples est nécessaire. Pour autant, il faut qu'on s'interroge sur pourquoi est-ce que les psys ne veulent pas entrer dans ce dispositif-là. Et à mon sens, c'est parce qu'on a un manque de considération du gouvernement sur leurs pratiques, sur la qualité de leurs pratiques. Et en fait, on leur demande de faire des séances peut-être plus courtes pour que ça permette de rentrer dans la rémunération que eux font habituellement sur une séance d'1 heure. Et ça, je le déplore et je le revendique. Et je pense qu'il faut tout d'abord qu'on s'interroge sur la reconnaissance et la considération qu'on apporte à ces professionnels de santé pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de prise en charge psychologique de nos administrés. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je le répète, l'analyse du déploiement du dispositif est en cours. Évidemment, la communication avec les psychologues, les syndicats psychologues est toujours en cours. On ne peut pas juger avant d'avoir des réponses précises de leur part. Donc, on continue à travailler avec eux. Évidemment qu'il y a des choses qu'il va falloir améliorer. C'est aussi dans cette intention que va se développer le parcours fausse couche. Donc on continue à communiquer là-dessus. Évidemment, il y a des axes de progrès et on en prendra acte quand on aura toutes les informations sur ce dispositif. Merci de ces précisions. Donc je mets au vote cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement suivant. Qui le défend? Monsieur Vanier, Madame. Allez-y. Pardon. Oui, actuellement, les femmes enceintes bénéficient d'une prise en charge à 100% de l'ensemble des frais médicaux, en lien ou non avec la grossesse, au titre de l'assurance maternité. Celle-ci ouvre les frais intervenant entre le 1er jour et le 6e mois de grossesse, jusqu'à 12 jours après la date de l'accouchement. Le tiers payant s'applique de plein droit. En revanche, cette protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité ne s'applique pas pour les frais engagés avant le 6e mois de grossesse. En outre, le Code de la sécurité sociale omet la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse, alors qu'elles représentent pourtant l'un des principaux risques de la maternité. Par cet amendement, nous proposons donc d'assurer à toute femme enceinte la garantie de bénéficier de cette protection sociale, quelle que soit l'avancée de la grossesse déclarée. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne pense pas que les restes à charge sur les fausses couches soient un réel sujet. Bon, j'ai bien compris que vous voudriez étendre l'assurance maternité qui permet la prise en charge à 100% de l'ensemble des soins liés à la grossesse, à compter du 6e mois pour qu'elle s'applique dès le début de la grossesse. Bon, c'est un vaste sujet qui dépasse assez largement le cadre de cette proposition de loi. Cependant, il convient de rappeler que ces restes
restes à charge sont remboursés par les contrats complémentaires santé responsables qui couvrent la très grande majorité de la population, notamment grâce à la complémentaire santé solidaire. Donc avis défavorable. Bien, donc je mets au vote cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en venons donc à l'article 2 et donc je vous soumets un amendement qui permet donc de lever le gage par le gouvernement. Donc j'imagine que Madame la rapporteure, vous êtes pour. Donc qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et donc supprime l'article 2. Nous en venons donc à un amendement, deux amendements portant sur le titre. Madame la rapporteure. 3. Oui, il y en a un qui était collé. Merci, Monsieur le Président. Alors, mes travaux sur cette proposition de loi m'ont conduit à prendre en compte 3 nouveaux enjeux que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer en partie. Alors, le premier, il ne faut pas oublier les partenaires des femmes lorsqu'on parle des conséquences psychologiques des fausses couches. C'est souvent une épreuve pour eux aussi. Deuxièmement, l'accompagnement dont ces couples ont besoin n'est pas exclusivement celui d'un psychologue. Certaines femmes, certains conjoints ont besoin d'un suivi psychologique pour se remettre d'une fausse couche, mais ce n'est pas le cas général. Alors, en revanche, il existe un besoin général d'un meilleur accompagnement de la fausse couche pour que les couples qui y sont confrontés reçoivent l'empathie et les explications dont ils ont besoin, qu'ils soient orientés et qu'ils ne se sentent pas livrés à eux-mêmes. C'est l'objet du parcours fausse couche que nous avons voté. L'expression, donc, victime de fausse couche peut apparaître mal adaptée au regard du caractère souvent naturel et physiologique de la fausse couche précoce. C'est pour cela que je vous propose donc de lui préférer celle de confronter à une fausse couche, qui souligne le caractère parfois difficile de cet événement sans préjuger de sa nature. Alors je vous propose ainsi de prendre en compte ces 3 enjeux à travers une reformulation du titre de la proposition de loi qui ne viserait plus à renforcer l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausses couches, mais à renforcer l'accompagnement des couples confrontés à une fausse couche. Merci. Je propose d'aborder ces amendements comme une discussion commune, donc de donner la parole à Madame Gruet pour le second. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc retirer mon amendement et Madame le rapporteur, je vous remercie de l'avoir pris en compte et je vous avouerai que le fond du texte est bien construit, bien amené, mais c'est une des premières choses qui m'a frappée en le lisant, de me dire qu'on oubliait les futurs papas et c'est important qu'ils soient pris en compte dans cette prise en charge. Et je salue la rédaction qui modifie également victime par confronté à, parce que ça reste une épreuve difficile dans la vie à traverser et je crois que les futurs parents et en tout du moins toutes les personnes qui sont concernées par ces événements seront heureux de voir qu'on a réussi à faire consensus autour de cette cause importante. Merci. Merci, je prends acte du retrait. Donc Madame Levavasseur pour le vôtre. Merci, Monsieur le Président. Cette PPL bienvenue doit faciliter l'accès des femmes à un accompagnement pour les aider psychologiquement à surmonter ce qui peut être pour certaines d'entre elles un drame. Aussi, nous l'avons vu lors des auditions, beaucoup de femmes estiment que le terme de fausse couche ne reflète pas leur vécu, qui, contrairement à ce qui suggère ce terme de fausse couche, est une épreuve réelle, vraie. D'ailleurs, lorsque cette interruption naturelle de grossesse survient tardivement, il s'agit d'un vrai accouchement, accompagné de contractions et de douleurs. Ce terme de fausse couche est donc péjorativement vécu par les femmes qui ont pu se projeter avec l'enfant qui aurait pu naître et qui ont vécu un vrai drame, une vraie épreuve, une vraie perte. Il n'y a rien de faux dans cet événement. C'est pourquoi nous souhaitons modifier cette terminologie de fausse couche pour lui préférer le terme d'ailleurs plébiscité par des associations d'interruption naturelle de grossesse. Nous devons insister sur le fait que cette interruption est naturelle et courante, comme vous le faites vous-même, très justement remarqué dans votre PPL. Merci. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Voilà.
J'ai bien compris que vous souhaitez remplacer le terme fausse couche dans le titre de la proposition de loi, que vous jugez moins connoté par le terme interruption naturelle de grossesse. Alors, je comprends que le terme fausse couche puisse heurter dans la mesure où les femmes qui ont vécu une grossesse arrêtée peuvent estimer que rien n'était faux dans ce début de grossesse. On est d'accord. Alors, sachez que lors des auditions, j'ai beaucoup réfléchi avec de nombreuses personnes sur cette question et nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'était pas souhaitable de supprimer ce terme du titre pour 2 raisons. La première, fausse couche, est le terme commun immédiatement compris de tous. Cela me semble important en termes de communication que tout le monde puisse saisir immédiatement de quoi parle cette proposition de loi. Et la deuxième raison, la notion d'arrêt naturel de la grossesse correspond bien à la réalité médicale, mais j'ai peur qu'elle n'entraîne des confusions avec les notions d'arrêt volontaire de grossesse ou d'arrêt médical de grossesse. Donc avis défavorable. Alors, j'ai plusieurs demandes de prise de parole. Mme Garin, pour commencer. Merci. Non, simplement peut-être aussi pour boucler, puisqu'on arrive à la fin de ce texte, et c'est ce que je disais dans les propos liminaires, vraiment je trouve que le texte a évolué de manière extrêmement positive par rapport aux toutes premières versions qu'on avait eues avec le travail d'amendement, et je sens qu'il y a eu un vrai travail d'écoute et de prise en compte, même si on a fait des propositions pour aller encore plus loin. Donc vraiment saluer ce travail, et enfin en particulier le point de l'ouverture du dispositif aux couples. Et j'espère que ça peut être une manière pour nous de faire des politiques publiques à destination des femmes et des familles qui sera étendue de manière générale. Et quand je vous dis tout cela, j'ai bien évidemment en tête qu'on arrive à une parentalité à égalité sur tous les points, et y compris sur un congé parental qui soit à égalité pour les 2 parents à terme. Donc ça sera probablement un travail qu'on pourra mener tous et toutes ensemble dans les années à venir. Je vous remercie. Monsieur Ferracci. Oui, pour évidemment aller dans le sens des propos de la rapporteure et du maintien de l'expression qui figure dans le titre sur la fausse couche. Moi, je m'interroge sur cette proposition consistant à lui substituer la notion d'interruption naturelle de grossesse, puisque l'antonyme de naturel, il peut y en avoir plusieurs, mais celui qui vient à l'esprit très spontanément, c'est la notion d'artificielle. Est-ce que l'interruption artificielle de grossesse doit désigner tout ce qui n'est pas la fausse couche, et en particulier l'interruption volontaire de grossesse? Je pense qu'il y a ici un glissement sémantique assez dangereux, en creux, qui s'opère et auquel il faut évidemment s'opposer. Bien, je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole, donc je vais mettre aux voix l'amendement 50 de Mme la rapporteure. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté, et donc il fait tomber l'amendement numéro 18. Donc, mes chers collègues, je vous remercie de ce travail constructif. Et donc, je mets aux voix, si vous voulez bien, l'ensemble de la proposition de loi. Ça ne s'arrête pas là. Donc, qui est ainsi modifié, pardon, comme le veut la formule. Donc, qui est pour? Qui est contre? Eh bien, une belle unanimité. La proposition de loi est adoptée. Félicitations à la rapporteure. Et donc, effectivement, cette proposition de loi sera examinée en séance le 8 mars à 21h30. On vous donne rendez-vous.